Alors, donc, je vous retape la commande pour installer le worker parce que je l'ai installé tout à l'heure, mais personne ne comprenait ce que ça faisait à ce moment-là. Donc, c'est sécateur install add-on worker, il installe tout ce qu'il faut, et après, il vous dit ce qu'il faut lancer. Donc, on va faire ce qu'il dit. Donc, sécateur worker, bam, ça lance le worker. Vous pouvez noter que par défaut, le worker, il se lance sur le file system. Donc, il utilise le file system comme un broker et comme un backend. Ce qui est très pratique. Ça signifie quoi, file system localhost? On peut avoir un file system mais quand même plugin remote? Non, Ou c'est un URI bon, custom juste non, pour dire c'est un histoire URI de. custom, ouais, Ok, c'est juste ok. pour faire style. C'est un file system de à moi. C'est ça. Et donc derrière, je vais lancer juste une petite task là sur donc un petit HTTPX sur test.php. Paf, je lance. Et là, donc il va s'exécuter dans le worker. Donc c'est ça qui est intéressant. Et que de l'autre côté, du coup, vous avez l'attente en fait, où tu attends les résultats. Et quand il trouve enfin, tu as les résultats qui se montrent comme si tu avais lancé en fait en sync, sauf que bah, ça a tourné dans un worker. Et il y a un truc en plus, c'est le nom de la task qui a lancé, parce que du coup, tu peux pas différencier quelle task a lancé quoi, donc tu as quand même le nom de la task. Et ton rapport est sauvegardé en local par contre. Donc, enfin en local, du côté client. Quoi. Ouais. Sachant Ok. que le worker côté qui tourne client. là, bah oui, parce Ok. que le rapport qui tourne là, le worker qui tourne là, il faut imaginer que ce worker il tourne sur une machine remote qui est peut-être connectée à un environnement client plus facilement, etc. Ouais, soit directement un service de lancement et enfin, bien, de run Oui, de ou un container en service. distant et le truc il est là pour run, claquer. Exactement. Ça. Et donc là, pareil, vous pouvez lancer des workflows par exemple. Et il y a un truc intéressant, c'est quand vous êtes en mode worker comme ça, tous les workflows qui ont des tâches qui tournent en parallèle vont pouvoir s'exécuter en parallèle. Ce qui n'est pas le cas quand vous lancez en synchrone sans worker. En synchrone sans worker, vos workflows s'exécutent un par un, l'un après l'autre. Vos tasks qui composent vos workflows. Donc par exemple, le host recon, il a deux nucléi. Et en fait, ces deux nucléi sont complètement indépendants l'un de l'autre, donc ils peuvent tourner en parallèle. Par contre, il y a un des deux nucléi, par exemple, qui a besoin des résultats des tasks d'avant. Donc, on va lancer les deux tasks Nmap HTTPX et derrière, on lance ça comme un groupe de deux tasks qui s'exécutent en parallèle. Et donc, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va commencer à speed up un petit peu. Ah bah ça y est, je relag. Il y a déjà un avantage au fait d'avoir des runners, enfin des workers en local pour faire du multiprocess ou en local c'est vraiment histoire de faire des mots et c'est vraiment. Si, ouais, pour faire du multiprocess justement, bah, pour débloquer ces tasks parallèles là, ouais. Ouais, c'est par exemple, alors, entre faire Secator task Nuclea et Secator task HTTPX d'un côté, si j'ai deux, genre un Terminator ou un Tmux pour avoir deux panes, on a deux process. Là, il n'y a pas vraiment de différence pour l'instant entre les deux. Je sais pas si je pose bien la question. Ah si, Bah, il y a une différence, c'est qu'il y a un broker entre les deux déjà là. Ouais, mais Donc, du même coup, si le broker c'est côté du file fonctionnalité, system, côté fonctionnalité, bah, le seul avantage c'est les tâches qui tournent en parallèle. Oui, mais s'il lance plusieurs tâches sur différents terminaux. Ah bah si tu lances plusieurs tâches sur différents terminaux, tu les auras en parallèle aussi. C'est-à-dire Ok. que le worker a une concurrence de 100 par défaut. Donc tu peux lancer 100 tasks en parallèle. Ok. Voilà. Donc si tu lances 100 tasks dans 100 terminaux différents, tu les auras en parallèle. Ouais. Avoir un petit while true Secator, la task et une esperluette Oui, et voilà, ça parle. ouais. Hein. Mais ouais, je voyais mal le use case d'avoir des workers en local. En remote, c'est non discutable, c'est incroyable. En local, je me faisais moins la compréhension. Je pense que t'as pas assez de RAM sur la. Tu veux sortir ton meilleur hashtop Si. Je sais pas pourquoi, il y a un moment où j'y arrive pas. Ça lag. Ah, triste. Bon, bah c'est pas grave, on va faire un petit reboot du VS Code. Oh no. Et voilà, et là ça remarche, je comprends pas. Alors c'est le VS Code qui se met à hang. Ouais, c'est le terminal de VS Code qui la machine. Bon, j'avoue que je suis resté bloqué, vu que je suis un développeur, je suis resté bloqué sur le VS Code. Ouais, mais tu verras un petit Emux en dessous du VS Code et non, mais je connais, chaque outil fait bien sa tâche et fait pas chier le reste. C'est ça. Non, mais en plus c'est récent là que à chaque fois que j'ouvre un nouveau terminal sur VS Code, j'ai tout qui
qui plante, quoi. Donc bon. On va se lancer le petit host recon là vite fait sur le worker, juste pour vous montrer les deux tasks qui tournent en parallèle. Paf. Donc là c'est pour un workflow, quoi. Donc pour un workflow, vous avez les live results de chaque task qui tourne dans le workflow, et en dessous vous avez un peu ce qui tourne et ce qui va tourner, donc au fur et à mesure que les tasks sont ajoutés à la queue, quoi. Ça se passe comment dans le cas où on a plusieurs workers sur chacun sur la machine haute ils peuvent se coupler, je présume, à la même queue Celery pour prendre des jobs. Comment se répartit la charge, le split? C'est Celery qui gère un peu ça. Donc Celery, c'est une librairie de distribution de tasks. Ça se distribue en load balancing, hein. C'est un classique load balancing. Après, il y a des petites choses que tu peux faire si tu veux. Donc ça, c'est l'optimisation plus, on va dire. C'est que ton worker, tu vois, par défaut, il tourne sur des queues. Et donc, tu as une queue IO, tu as une queue CPU, tu as une queue Celery. Bon, les 3 fois, mais il n'y en a qu'une. Une queue HTTPX, une queue HTTPX, une queue non, DNSX. Une queue MongoDB, etc. Et en fait, il y a les tasks, quand on les implémente, il y a des profils de tasks qui font que certaines tasks sont plutôt IO heavy. Donc par exemple, toutes les tasks qui font des requêtes, des services externes, etc. sont IO heavy, ou même des fuzzers, hein. Les fuzzers sont IO heavy. Et il y a des tasks qui sont plutôt CPU heavy. Donc toutes les tasks qui calculent sont CPU heavy. Donc si tu veux, tu peux lancer un worker, donc c'est -Q, je crois, pour lancer sur une seule queue. Et tu lances genre 3 workers sur la queue. Ah ouais, donc vraiment différents types d'instances ou différentes subscription networks pour avoir vraiment, ils bombardent sur leur use case. Voilà, mais du coup, là on en est au stade où un worker va faire une tâche pour un type de besoin dédié, mais une fois qu'il s'est récupéré sa tâche, que ce soit du nuclei, du Katana ou autre, il fait tout. Il va pas par exemple dire je fais les scans des ports 0 à 1000 et un deuxième host fait 1000 à 2000. Vous avez aussi ça? Oui, ça c'est du chunking en fait. Donc, ça c'est le fait de dire par exemple Nmap doit scanner 10 hosts et le chunk size de Nmap c'est 1. Sur du host base, je suis d'accord, mais je veux dire. C'est pareil sur tout. Okay, en fait, dès que tu as une liste d'input, enfin, si tu as une liste d'input de 10 000 URL et que tu veux lancer FF sur 10 000 URL, la chunk size de base c'est 1000, donc il va te lancer 10 FF en parallèle. Ok. Good, c'est un bon premier step, mais la question que je voulais poser, je l'ai mal exprimée, c'est une fois qu'un tool est lancé pour un domaine, l'intégralité des requêtes pour ce run sortent par l'IP public de la machine. Et du coup, on pourrait peut-être envisager un second outil plus tard, genre du proxy résidentiel ou autre, pour avoir à la fois la workload qui est décentralisée et qui permet de pas dater, et à la fois l'IP public utilisé pour reach les back-ends attaqués qui se fassent spray, parce que sinon si on met du threading fort, on finit par avoir un tool qui est lancé, mais force threading pour un même outil et donc un même host, même si on a du threading en amont, on va quand même taper les limit rates et se faire niquer, alors qu'on a déjà plein d'IP publics. Et moi qui l'ai mal posé, c'est non, donc c'est très legit ce que tu dis, très legit. Donc non, mais possible de le faire, un peu compliqué quand même, mais possible de le faire. Bah, en soi, c'est déjà prévu avec les options de proxy globaux. Ouais. Si ton client demande un proxy global, même si les tâches sont des... En fait, le proxy global, pour l'instant, tu vas mettre un proxy... si tu as un proxy HTTP ou SOC 5, tu peux mettre un proxy par workflow. Il ne change pas de proxy tout seul. Par contre, si tu fais du proxy chains, par exemple, tu peux avoir ta config proxy chains avec 15 proxys dedans. Ok, j'ai d'autres suggestions qui va, je pense, te plaire. Tu peux faire du round robin. Si tu as un outil qui permet de rotate des proxys. Mubang, Golang Mubang. Et derrière, je fais du CDKTF pour avoir plusieurs IP publics, soit plusieurs EC2, soit quelques EC2 qui ont plusieurs adresses, plusieurs interfaces réseau. Et il y a une soft limit qu'on peut faire sauter sur à peu près tous les cloud providers pour pas avoir plus de 10 IP publics par région. Ça dépend un peu partout, mais globalement, c'est vraiment du soft limit, ça se fait sauter. Comment tu dis que ça s'appelle ? Partage-nous ton browser, si tu veux bien, qu'on soit avec toi. Ouais, bien sûr. C'est Mubang, M-U-B-E-N-G. Et l'idée, c'est que tu as un proxy SOX hébergé en Golang,
M. Comme Matador. D'accord. Non, Mubeng. Ah, pardon. M-U-B-E-L. C'est nul. Là, c'est Mubeng. Ah, c'est terrible. Yes. Nice. Mubeng paquet. Fast proxy checker. Ah bah c'est exactement ce qu'il Voilà. fallait. En plus on utilise un truc qui est un peu nul en Python. Et ben j'ai Qui déjà proqué, s'appelle- c'est génial. Ouais. C'est genre ok. vraiment génial. Mais vraiment ça te fait C'est un écrit proxy rotateur. local et un plein de Ah ouais, comment dire, d'options, ça te fait la sortie en round robin ou en latence chain. balancy ou en plein de choses. Ah ouais, en- ok. Je pense qu'on peut faire du chain. Je tenterai pas trop l'usage vu que ça tourne que sur une machine. D'accord. Encore qu'on puisse chaîner les proxys SOC 5. Là l'idée ce serait plutôt... Si c'est pour être full anonyme, tu vois. Genre, tu chain 5 proxys et t'es censé être Ouais full mais bon anonyme. les machines faut que tu les aies mises quelque Ouais, part. bon, donc, c'est mieux de passer par Tor dans ce cas-là, normalement. Écoutez, on ne va pas Quoique- donner des astuces pour que les gens s'anonymisent totalement sur un live de ce genre-là. Non, Mais l'idée, c'est plutôt non, mais c'était faire d'un point un de tas vue de purement socks. technique. Évidemment. Et faire un tas de socks ou de proxy HTTP vers différentes IP publiques et derrière à utiliser celui-là pour rebalancer sur les 5, 10, 100, 2000 proxys Yes. ouverts sur la loopback. Et ça marche. C'est Like a très charm. bonne idée. Tu vois, moi, je l'avais pas trouvé. Toi, tu l'avais trouvé, tu vois J'ai mis 2 ans à recoder le truc en me rendant compte que ça existait déjà en mieux. Ah ouais. T'inquiète. Le référencement est pas En plus, ouf. Il est bien Dur. populaire et tout. Ouais, le référencement est pas dingue. Puis le nom peut-être de l'outil, justement le fait de le taper 3 fois. Je sais pas. I don't know. Mais Yes. l'outil est vraiment trop bien. Non mais Il ouais, fait un ok. tas de feu. Eh ben merci, je prends avec plaisir. On va accélérer un tout petit peu, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire l'intégration. Donc... De toute façon, là, on a montré un Ah si, oui, je voulais le juste worker. montrer rapide. Donc le worker, la next step du worker, c'est de passer sur des vrais back-end, genre Redis. Donc si vous voulez, vous installez Redis. Donc l'add-on d'abord, c'est qu'attend installe add-on Redis, et après il vous donne un petit Docker run pour lancer Redis si vous voulez. Tac. Bon, il y est déjà, je pense. Voilà. Et après, il suffit de set dans la config là, il suffit de set l'URL de Redis. Ça, c'est un Redis de local point, host, mon login, mon mot de passe, hâte. Voilà, Du coup, le stream. il vaut mieux avoir un petit login. Moi, je mets pour l'instant sans login parce qu'on est dans la sécurité. Écoutez, si c'est pas exposé, finalement. Oui, voilà, pour Non, l'instant. ouais. ouais. Et un petit reworker, du coup, une fois que vous avez set ça. Et donc là, on voit que le transport et le result, ils sont passés sur Redis. Donc là, quand vous lancez, ça ne changera rien hein, dans votre output. Hein. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est une config qui est utilisable sur un serveur remote, ça. Il y a AWS ou justement voilà, AWS, GCP, ce que vous Daniel voulez. demandait, mais du coup, ça répond à sa question. Bah ouais, tu déploies le worker sur un serveur distant. Tu déploies ta queue, ton Redis, là, en l'occurrence, et qui fait aussi queue et backend. Et tu lances ton client depuis ta machine à toi. Et donc, tu as un worker qui travaille dans le cloud pour toi. Voilà. Ou plusieurs, hein, d'ailleurs, parce que tu peux le déployer sur plein d'instances. Il y a une section dans la doc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir déploiement. Voilà. Dans déploiement, il y a des petits exemples sur GCP, AWS, et je crois Kubernetes peut-être. S'il n'y a pas Kubernetes, ça y sera dans pas trop longtemps. Ah, ce sera assez comment dire, on peut pas l'éviter quoi. Non, on peut pas l'éviter. Incontournable, c'est ça le mot que je cherche. Et ensuite, la next step, c'est d'avoir, au lieu d'avoir des fichiers JSON sur le file system, de tout foutre dans MongoDB. Donc derrière, vous faites un c4 install, add-on, MongoDB, vous faites tourner un petit MongoDB en local. Et Oh, ça donne même les Dockerline. Oui, oui. Génial. Il y a pas de volume, c'est de la DB, mais elle peut mourir quand même, at some point. Ouais. C'est vrai. Écoutez, personne n'est éternel finalement. Non, c'est ça. Et donc là, quand vous enregistrez dans MongoDB, quand vous lancez votre MongoDB, là vous pouvez taper -driver MongoDB sur votre commande et il enregistrera tout. Ah, par contre, j'ai pas de worker là. My bad. Oula, le petit bac à quoi. Je lance donc là et il m'enregistrera les résultats dans MongoDB. Comment je peux être sûr de ça je vous le dis, croyez-moi. Sûr de quoi Que c'est enregistré dans MongoDB. C'est enregistré. Ah, Ouais. oui. Non, en vrai, je peux. On te fait confiance.
Je pourrais tu fais faire un mot gauche pour, sur la bonne. Oui, mot gauche tu sur la peux. bonne DB et tu fais un point chaud, une connerie comme ça. Mais en vrai, on te peux. croit. Hein. Je peux, mais je l'ai pas, donc je peux passer par Python aussi et faire import file Mongo. Client. Ah ouais. Pas le temps de niaiser. Ah ouais, non. URL, c'est quoi? C'est config.addon.db.url. Un petit client. Attends, le temps que tu fais ça, comment ça marche? Mongo de base il prend des commandes JS, donc là tu prends un client Python pour aller te connecter à Mongo pour qu'il C'est ça. l'auto-parse un peu comme il peut du JS en client-side pour ensuite le run en back-end. Ouais, c'est ça. Eh oui. Ah, il est vomitif. Bah, c'est super. Des fois, des fois, il est vomitif. Et du coup, vous pouvez taper des queries MongoDB. Donc là, je récupère toutes les vulnérabilités et je vais printer juste le nom de la vulné et le match at. Voilà, donc là j'ai toutes les noms des vulnés. L'homme et qui là où connaissait ça- la codebase. là où ça va mettre- Solide. Surtout que tout le monde lui dit non, c'est bon, on te croit, et puis il le fait quand même. Non mais attendez, je me souviens, j'ai un index de dictionnaire, il est juste nesté de 3 crans, faut que je retrouve la deuxième valeur, mais sinon j'ai tout. Et après, vous pouvez même reloader les JSON qu'il y a dans MongoDB en output type de ces 14 natifs. Donc, Ah oui, du coup t'as les classes qui font un peu ton ORM. voilà, pour, les classes c'est du PyDantic, donc c'est une c'est librairie beau, qui putain. gère les outputs. Et là, si vous faites un load vulnérabilité.load c, en fait vous avez l'output de la CLI parce que c'est le repr de la classe. Donc vous avez ça, mais si vous voulez faire juste ces. Tu rajoutes un petit row, un truc comme ça. Ouais, tu peux même mettre un STR normalement, un petit STR. Alors, voilà. Bah tant qu'à faire du JS, appelle le toString. Hein. Donc voilà, et puis après vous pouvez faire ce que vous voulez en query MongoDB aussi, hein, parce que là, dans le find, vous pouvez faire des pipes de malade. Hein. Vous pouvez même filtrer du coup par workspace, parce que là, si je vous fais tac, point, c'est quoi, tout zip. Je pense qu'on Parce va que pouvoir voilà, passer après sur ouais, l'implème on va passer à de autre tout chose, l'externe. Oui. Vous avez On tout le a dictionnaire, vraiment quoi, aucun donc doute vous sur avez tes compris compétences en Mongo. Workspace, le workflow. Ah, c'est dommage, j'en avais une autre. Non, si, oui, non, il y a un truc que je voulais montrer quand même. C'est que c'est une librairie C14, donc vous pouvez lancer des tasks via la librairie. Donc là, si je veux lancer un HTTPX sur wikipedia.com Ah, putain, sur c'est le workspace Wikipédia. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'interfacer avec 15 tools. Non. Tu gères juste C14 et t'as l'auto-gestion des libs, HTTPX, Nuclei, machin. C'est ça. Ah, c'est lourd. Voilà. Bien. Solide. Hein. Ouais. Donc ça conclut cette partie sur les workers. Après il y a toute une partie sur la config, mais je vous laisserai regarder la doc et on va passer, passer à la suite. En gros l'idée est config get, config set. Ouais, après c'est sur la doc. Voilà, config edit. Ouais, c'est ça quand même vous toujours évite sympa de voir quelqu'un modifier. Parce que entre Ouais. le lire et voir les workflows de quelqu'un d'habitué, c'est un régal. Oui, c'est sûr. D'où la forme vidéo de ce qu'on fait ce soir. Hein, Ouais, en gros, il y a plein de trucs que vous pouvez custom dans la config. Par exemple, si vous voulez custom la payload ou la word list par défaut de HTTP, et ben vous faites un c14 config set wordlist.default.http et vous passez le path ou la nouvelle word list. Quoi. Et je vois les linpis, les NSE et les sudo killers, ça va être utilisé dans quel cas? Alors ça, c'est le truc que j'ai pas présenté, mais il y a la un post-exploit. C14 utils en fait. Et donc le C14 utils, c'est un peu tous les trucs qu'on a besoin, mais en side, une fois que tu as réussi à avoir une shell ou... Enfin, donc par exemple, il y a des proxys, vous pouvez récupérer 1 à 1000 proxys. Mais ouais, ça utilise Free Proxy et je pense que je vais l'utiliser pour mes banques. Mais par exemple, il y a des ref shells, donc on en avait marre d'aller chercher des ref shells. C'est typiquement un des trucs. Enfin, je vais baisser un tout petit peu là juste pour ça. Il y a des ref shells dans tous les langages, donc si vous voulez une ref shell en Python, bah, tu fais ref shell Python et tu as ta petite ref shell là, tu la copies, tu la pastes.
Oh mais old school le mec, il fait pas fais-moi un reverse shell, pipe LLM local, pipe copier. Non. Super. Et après, tu as même un listen netcat si tu veux. Là, tu fais un "-l" et il te lance un netcat listening sur le port. Ouais. Bref. Est-ce Oui, qu'il y c'est a le simple, RL mais- wrap inclus? Est-ce qu'il y a le PTY inclus? Je sais Non, pas, mais non, c'est non. tout ça pour un netcat listen. Non, c'est pour un truc Mais bon, rapide. c'est la preuve du tool, c'est Et pas le besoin de truc des connaître les options. payloads, Donc, oui, voilà, c'est des utiles, hein, c'est pas fait pour être. C'est pour être plus rapide et pas avoir à se rappeler aussi des commandes. Ah putain, il y c'est a vrai que si t'amènes du serveur. serveur à l'intérieur ou de la gestion de header ajoutable facilement, eh oui, ou de payload T'as drop un point. petit serveur, voilà, c'est un payload drop point en gros, exactement. Donc ça te lance un serveur sur le port 9001 et en fait, tu as toutes tes payloads qui sont dans ta config que tu peux ajouter de nouvelles payloads, etc. Il y en a 3 par défaut, il y a sudo killer, linpiz et lse. Et en fait, ça te donne la commande que tu dois taper sur ta target pour récupérer ta payload et la lancer. Voilà, donc on Solide. passe à la suite. J'ai pas parlé des scans, hein, mais les scans c'est pareil que les workflows, sauf que c'est des ensembles de workflows au lieu d'être des ensembles de tasks. Ensuite, Est-ce que t'es toujours chaud de vouloir faire Ouais. l'implément live ou Bah, il ouais. me semble que t'avais déjà un draft. Je sais non, pas si ça vaut plus on le l'a coup de fait, faire ou de on l'a présenter. fait en live, c'est mieux en live, je pense. Ok, fonce. Allez. En ce cas, je te laisse préparer commencer, je reviens dans 30 secondes chrono. Ouais, bah si tu veux, on peut faire une petite mini pause. On peut sinon commencer le truc en warm-up tranquille. Enfin, Ouais, 4 minutes, moi je vais aller faire mes besoins. Allez. Messieurs, dames, on se retrouve Allez, pour 4 la suite et fin dans très peu de temps. On balance une petite pause de 5 minutes, mais on est là vraiment soon. À tout. À la suite. Coucou. Nous y revoilà. On est toujours présent, on est à un peu plus de cerveau disponible. Et quoi? On part du coup sur, roulement de tambour, l'implème de Bypass URL Parser, outil de ma confection, et surtout de JTOF, qui a fait un refacto, qui a rendu le projet utilisable, parce qu'avant ça faisait des choses, mais pas forcément de manière très propre. Et du coup, j'ai proposé à nos deux compagnons de Freelab, d'implémenter cet outil parce que déjà je pense quand même qu'il a vraiment de la valeur vu le nombre de dingueries qu'il me trouve et c'est l'occasion de montrer, de faire une vraie démo de comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter ses propres outils dans la suite. Je viens de voir que j'ai piné un message, c'est absolument pas du tout ce que je voulais faire. Et déjà épinglé, ok, je ne sais pas ce qui se passe. Faites votre live. Yanzak, si tu sais comment tu as fait ça... Bon, on y va, c'est bon, vas-y, fonce. Je tape sur 10-15 minutes, je pense, ça devrait suffire. Donc voilà, si vous êtes encore le courage de regarder. De toute façon, il y aura les replays pour ceux qui sont frais et qui veulent regarder, ça fera quand même qu'à l'école. Donc Bypass URL Parser, ça permet d'essayer de bypasser des 403 ou de trouver des choses un peu bizarres dans les configs des serveurs. En testant plein de méthodes différentes. Donc il y a des headers, des modifications de headers, il y a des modifications d'URL, puis j'en passe, hein, parce que méthodes HTTP aussi, et puis plein d'autres petits goodies. Donc il est déjà installé. Est-ce que c'est la bonne version ? Est-ce qu'il nous faut la petite version pré-release là ? Yep, la pré-release, du coup, pour vous donner un peu de contexte, on a fait une pré-release parce qu'il n'y avait pas l'option JSON implémentée, mais pas exactement comme on voulait, et donc on a pris le temps. JTOF, merci une fois de plus de carrer ce projet quand je suis sous l'eau. Et du coup, on a fait les petits changements nécessaires pour rendre l'adoption de Bypass URL Parser dans C14 vachement plus smooth via l'output mode qui fait du JSON. Et t'as bien fait, yes, nickel. Donc on a release la 0.4.2 A et .2B, donc là tu as la bonne, qui sont là pour mettre les fonctionnalités nécessaires et seront la nouvelle latest release dans quelques jours, le temps de vérifier que tout n'explose pas en vol. Voilà. Voilà. Donc il y a Yann qui dit qu'il n'y a pas de musique au cas où, mais... Ah, normalement il y a de la musique. Elle est peut-être pas assez fort par contre. Et oui, sauf que j'ai toujours... I'm fucked.
pense que I'm fucked. Le mieux que je puisse faire, Yann, c'est un truc comme ça. Donc, This helps. c'est good. Ouais, vas-y. Yes. Allez, donc quand on intègre un nouvel outil dans C14, il faut se poser la question de comment on va parser son output. Là, en l'occurrence, on a un petit flag JSON-L, donc JSON-Lines, qui permet de simplifier l'implémentation pour que ce soit plus simple pour vous tous. S'il n'y a pas de JSON-Lines, il y a souvent un fichier JSON qui est sauvegardé à la fin du run, que vous pouvez aussi récupérer avec C14, parce que C14 parse l'output des commandes ligne par ligne. Donc si vous voulez récupérer des choses dans les outputs, c'est possible. On le fait avec DearSearch par exemple. DearSearch il tourne et à la fin il sauvegarde un JSON. On récupère le path du JSON dans l'output, on lit le JSON et on récupère les datas comme ça. Là on a un petit flag JSON-L. Et puis, si vous n'avez pas de JSON ni de JSON-L, il va falloir vous taper l'output parsing d'une ligne de commande classique, ce qui est compliqué, mais ça se fait avec des regex, avec plein de méthodes différentes. Ça se fait. Sachant que nous, on privilégie quand même les outils qui ont déjà des outputs structurés, donc là, ça en fait partie. Heureusement qu'on l'avait déjà, quoi, finalement. Oh, il y avait déjà le fichier JSON, hein. Ça aurait pu marcher, ça aurait été un peu plus dégueulasse l'implémentation. Voilà, je préfère qu'on ait- J'en suis resté au stade de la meilleure feature, c'est celle qui est présente sans que tu aies besoin de l'implémenter. Tu Ouais. veux manger un fichier de stdin, tu pourrais supporter le tiret, mais juste ouvrir /dev/stdin fonctionne. Pourquoi Ouais. le faire finalement? Mais en vrai, non, quand tu t'attaques dans l'écosystème, c'est mieux quand même. C'est clair. Donc là, on a j'ai utilisé BUP hein, comme alias. Ouais. Donc je lance ça sur. J'ai un Docker qui tourne sur le port 3000 qui a un path 1.403. Donc je peux vous prouver que c'est un 403. Petit curl ou un petit browser. Ouais, voilà, un petit browser. Voilà, c'est donc bien. Bon, j'aurais pu vous montrer le vrai status code, mais c'est un 403, je vous le confirme. Donc là, si je lance comme ça, le premier truc, ça va être voilà, de lancer votre outil et de regarder un peu ce qu'il output. Alors, il y a 3796 payloads, peut-être qu'on va réduire un tout petit peu. On va passer une... Ouais, ça, soit si t'es en local, tu le passes en threading 100 et ça... Ouais, peut-être 50 mec. pour pas te... Ah non, c'est pas bête. C'est tiré T. Les deux. Ouais. Ouais, tiré T. Tirer T, supporter. 50. Ah bah voilà, ça va beaucoup plus vite déjà. Zim zam zoom. Ouais, je vais même passer en tiret 100. Attends. Ah, merde. Tu peux aussi double CTRL-C. Ah, ok. Enfin, ou garder CTRL-C appuyé, parce que des fois, il y a l'interruption du curl et des fois l'interruption du thread Python qui gère les curls. d'accord. Suivant qui a le focus, malheureusement. Bon, on va le passer en 100. Et donc, on va regarder un peu les résultats. Le back-end en 100. Il y en a forcément une ou deux qui vont faire du retry parce que... Ouais, pendant 15 secondes, ouais. Il me semble qu'on a changé les retries à 1, parce qu'avant ça faisait du 3 retries par défaut, donc déjà c'est un peu moins relou. Ouais. Donc c'est vrai que le timeout 15 secondes, on pourrait le lower un peu... Ouais, ou le faire configurable. Il l'est. Ah, il l'est. Oui. Bon, on va le relancer, c'est pas grave. Bah, de toute façon, je vais devoir le relancer parce que je crois que j'ai oublié le JSON L dans le. Oui, ouais. Ah, terrible. Effectivement. Sinon, tu peux mettre un -M et mid pass. Ouais. Enfin, je sais pas lequel type de bypass tu veux faire là. Sûrement un Ouais, M pass. je peux. -M, end _PATH S ou TH. Voilà, donc là, ça lance moins de payload et on Ok. a un résultat assez rapide. Instant. Donc, le JSON qui sort, c'est celui-là. Et en fait, quand on passe en mode JSON line, c'est exactement ou plus ou moins les mêmes résultats qu'il y a à l'intérieur du results que vous trouvez dans le JSON. Donc, si je lance en JSON L, on va voir ce qu'il dump. Voilà, il dump les JSON sur l'output. C'est-à-dire que si je mets un GQ derrière, il arrive à le. Tout à fait fonctionnel. Toute la Voilà. partie log est balancée sur stdr et le JSON sur stdout, d'où le pipe avec les informations à l'avancement. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de faire une intégration basique, c'est-à-dire sans le parsing, juste de pouvoir lancer BUP avec C14. Donc
si vous voulez pas vous embêter à cloner le repo et tout, vous pouvez utiliser le .c14/templates et balancer vos tasks ici et elles seront automatiquement loadées par C14. Donc, je crée un fichier bup.py et je vais l'ouvrir ici. Je connais ça, c'est le pass traversal to file write to RCE au prochain lancement de scan. Et donc là, ah oui, il faut que je me mette en... C'est quoi language mode pour qu'il détecte le Python, je sais pas pourquoi il détecte pas le Python. Moi ça me détecte Voilà. tout seul globalement. Oui, Ok. normalement aussi. Donc le premier truc à faire, c'est d'importer le task decorator et d'importer le command runner. Et ensuite, on fait notre décorateur task. Ça, c'est juste pour dire à C14, ça c'est une task. Load-là comme si c'était une task. Globalement, ce qui se ferait copier-coller en cas de prototypage par quelqu'un qui n'est pas le maintainer du tool, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'ajoute une task qui s'appelle bup. Et je passe. Donc voilà. Ça, normalement, ça devrait suffire pour que dans C14X, vous ayez votre bup qui apparaisse ici. Ah, c'est beau. Voilà. Si vous rajoutez une docstring en disant awesome 403 bypasser, il va vous le foutre aussi dans le help là. Et après, vous pouvez rajouter une catégorie mail. Le premier truc à faire, c'est de mettre la commande. Donc la commande, c'est bup. Donc là, à partir de ça, on va pouvoir lancer bup avec --help. Là, vous avez déjà les options un peu mutualisées, enfin pas mutualisées, mais les options d'output et d'exécution comme pour toutes les autres tasks. Et si on lance du coup sur c'est ça, tac. Si on lance sur notre path, failed. Ah oui, parce que on n'a pas implémenté. Donc là, par défaut, il va faire un bup suivi de la target. Donc là, ce qui nous manque, c'est le -u, l'input en fait. Donc l'input, ça va être le input flag. Là, on met juste -u. Donc si on met ça, tac, là, il va nous rajouter le -u dans la commande. Donc là, on lance bien la bonne commande. Et on va faire, pour les besoins de la démo, c'était quoi déjà? Midpass, npass. Npath. Voilà. Npath. Et, Qui est l'endroit de substitution des payloads. et le thread 100 là aussi. Ouais. Tac. Donc, on lance ça. Alors, sachant que voilà, ça c'est pas une good practice, il faudra pas le laisser dans votre PR final. Hein. Ça sera des options qu'on va pouvoir rajouter comme vraie option de l'outil. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, là, Mais du coup, c'est dans cet endroit-là qu'on pourrait, à défaut d'avoir une config, ajouter un petit patch à notre version de C14 pour lui dire tu vas toujours, pour l'exécution de cet outil, ajouter ce paramètre-là, hardcoder. Voilà. Ouais. Donc, je ne savais pas sauvegarder. Je sauvegarde, je relance. Là, j'ai des petites erreurs. Mais là, pourquoi j'ai des File name. Je comprends pas trop. Mais après, là, c'est un peu expected comme résultat, sur le STDR en tout cas. Par contre, on n'a pas encore mis le JSON-L. Je sais pas Oui, si c'est tu ça. veux- Bon, on va rajouter le JSON-L. Donc là, vous avez le flag JSON-L. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont avant le lit? Le met avant Je pense Voilà. que lui, il va être happen quasiment à la fin, non? et ouais. Non, il est ajouté avant. Ah non, oui, t'as raison, il est ajouté Bah, avant. il faut quand même que la target soit append après -u vu que c'est positionnel, donc il y a un petit coup d'order à... Ouais, tu vois, il fait le mid-end et le Ah, ça marchera pas, tu veux dire? Non, si, ça Oui, marche. c'est bon, Non, parce bah, que... c'est bon. Ouais, ça marche. Ok, Ah, ok, pardon. bon, c'est pas grave, on passe. Et là, il va vous dire, bah, j'arrive pas à loader, donc il arrive à trouver les JSON qui sont dans la CLI, mais j'arrive pas à les loader comme output type de C14. J'arrive pas à dire ça c'est une URL, une vulnérabilité, un tag, un sous-domaine, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il vous met du rouge. Par contre, si vous voulez l'output initial, vous pouvez taper -JSON-orig et en fait ça sera l'output original de la commande. Donc là on aura bien nos JSON lines comme on l'avait quand on lançait la commande tout à l'heure. Donc là voilà, on a bien.
Et on rajoute 2-3 trucs à cet output. On rajoute par exemple le workspace name, la source, le UID de l'item trouvé, etc. Voilà. Donc après, ce qu'il va falloir faire, c'est mapper ce qu'on a ici dans le JSON à un output type de C14. Donc là, en l'occurrence, l'output type, c'est une URL. Là, on sort que des URL en fait avec des status codes, des line count, des word count, etc. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est ajouter les output types. Donc là, vous mettez dans output type, vous mettez URL. Il va falloir l'importer de C14 output types. Vous importez votre URL et ensuite vous faites une output map. Donc output map, c'est là où vous allez mettre comment je fais pour mapper ce que me sort cet outil à un output type de C14. Donc si vous voulez voir un peu les output types de C14, vous pouvez aller soit dans la doc, c'est plus joli, soit dans le code. Donc là, l'output type qui m'intéresse, c'est donc URL. Donc je vais prendre un peu tous ces fields et je vais voir lesquels je peux mettre ou pas, sachant que la plupart sont optionnels. Hein. Donc on va commencer peut-être par juste URL et après on se rajoutera le status code, le title, le web server, le content type, content length, la méthode, le word line, etc. Donc si je mets juste URL map à ce qu'il y a dans l'URL, c'est request underscore URL. Donc je map URL. Ouais, t'as juste fait un remapping de key entre les deux JSON. C'est ça, c'est un mapping de key tout bête. Avec potentielle fonction de parsing entre les deux? Je vais te montrer, on va le faire pour après. Okay. Ah oui, j'ai remis Orige, bien vu. Donc là, on n'a plus besoin de Orige du coup, parce que normalement, il va me parser ça comme des URL. Donc on voit qu'on l'a plein de fois parce que nous on teste avec des headers différents, etc. Donc on verra pas forcément la différence. Mais on a plein de fois la même URL, ce qui est attendu. Après, si on veut voir un peu les différences, on va se rajouter le status code par exemple. Le status code dans le JSON line, c'est response underscore status code. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc response underscore status code. Et là, si on relance, on va avoir nos status codes. C'est tellement incrémental, tu peux vraiment faire tester sans avoir besoin de faire un truc énorme et de te manger le débugage pendant 3 heures derrière. C'est ça. C'est super agréable. Ouais, alors bon, il y a des fois où quand tu dois parser du XML, c'est quand même c'est un peu plus compliqué, je t'avoue, mais ça se fait. Franchement, c'est pas trop compliqué. Et donc là, on va se rajouter les autres comme ça. Et dans notre cas, on a mis input flag, JSON flag, il doit y avoir CSV flag ou d'autres flags comme ça pour importer d'autres types de données, c'est ça? Pour l'instant, on a que Alors, il n'y a que le JSON flag, mais t'es pas obligé de le mettre. Sinon, tu fais en raw et tu mets comment est-ce que ça se passe au niveau de ton parsing? Tu fais en raw et tu rajoutes un serializer en fait. D'accord. Et ton serializer, tu peux l'implémenter. Alors, il y en a déjà d'implémenter, si tu regardes le code dans C14 serializers, il y en a 3. Il y a regex par exemple, ça peut être utile. Il y a JSON. Donc ça, c'est celui qui est par défaut en fait. Hein. Le JSON, c'est quand tu tapes ton JSON flag, par défaut, il va t'utiliser ça, quoi. Et après, tu as un data class. Bon, celui-là, je suis même pas sûr qu'il soit utilisé là. Mais voilà, il y a moyen d'ajouter d'autres serializers. Le seul truc que tu as à faire, c'est de faire une classe et de faire une fonction run. Et ensuite, tu passes ta classe dans serializer et tu auras ton custom parser. D'accord. Voilà. Donc on continue. Vas-y, dis-moi. Et pareil, du coup, ta méthode run de ta classe, elle retournera sous forme d'un JSON le mapping, ou ça se passe comment? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. En gros, l'idée, c'est de transformer la line que tu as en JSON. Ouais, derrière, tu remaps sur tes variables, tu redonnes le JSON à la fin et c'est gagné. Ok. Exactement, c'est ça. Ok, c'est clair. Ah, bah c'est pas possible ça. Oh no, dead again. Je reload. J'ai planté? Non, je t'entends bien.
Juste le VS Code qui est un peu dead. Ah, mais il est toujours dead, hein, c'est pas possible. Plus petit, tu avances. C'est le terminal qui est. Ah, il veut pas. Hein. Enfin, je suis Est-ce obligé qu'il serait temps de faire la transition? Je suis obligé de restart. Et arrêtez VS Code. Ouais. Templates. Alors, on reprend là où on en était. Hein. Donc, Dany qui posait la question, le status code qu'on a, est-ce qu'il vient de l'outil BUP ou est-ce qu'il vient de HTTPX? Non, de BUP. non, il vient de BUP. D'accord. Voilà. Après, dans les workflows, il y a moyen de dire celui-là, il n'a pas de status code, rajoute-en moins avec HTTPX. Mais il faut rajouter la task HTTPX dans ton workflow. Ok. Après, il y a une idée de dire, de faire du event-based aussi, de dire à chaque fois que j'ai une URL qui n'a pas de status code, lance HTTPX dessus. C'est peut-être prévu. Je sais pas. Donc là, on continue de mapper un peu nos trucs. Mais là, niveau RAID, ça risque pas de poser des problèmes parce qu'il faut surveiller que ton premier outil Le reste surajouté. Ciao. C'est une bonne idée, mais il faut faire attention aussi derrière là-dessus. C'est ça, Mais- ouais, ça peut Et complètement là, en annihiler plus, ta si t'as un réactivité. worker à distance, plusieurs workers à Tu distance. veux qu'on parle des Bambda peut-être? Par rate limit et chaque Bambda qui lance un tool, qui lance du PyPX, qui lance du Piper, qui lance d'autres tools. Et J'abandonne. l'ordi qui brûle. C'est ça. Voilà, donc là on a rajouté 2-3 fils juste pour. Ah bon, je sais pas ce qui se passe là. Is not le directoire. Ah bah ça doit être le titre de la page en fait. Hein. Oui, c'est le cas, c'est le cas. Oui, non, mais tout à l'heure je pensais que c'était une erreur, mais en fait. J'ai eu un doute aussi, mais non, c'est Ouais. vraiment eux qui D'accord. font un LS, donc des fois ça plante. Yes. Donc là, on a tout pratiquement. Status code, le titre de la page, le content type, le content length. On a pratiquement tout ce qu'il nous faut. Et on a aussi le stored response path parce que l'outil enregistre les réponses et qu'on va retrouver en fait dans notre JSON. Hein, ici. Voilà. Ça serait bien d'avoir un path absolute par contre. Je suis plutôt en la défaveur de ce genre d'option. Go, on en discuter après, mais... Ah oui, pour anonymiser, oui, c'est mieux. Bah alors pour anonymiser certes, mais par exemple pour l'approche du Docker, s'il y avait que des chemins relatifs, ce serait pas un problème. Oui, c'est vrai. En vrai, les deux s'approchent sont ok. Quand je fais des absolus, je les mets dans temp et je monte le temp dans un Docker, ou même pour des tools en commun, mais sinon relatif it will be. Enfin, Yes. sauf en soi avec Tireo, c'est déjà prévu. Hein. Si tu lances BUP avec Tireo pour que l'output soit dans un endroit, un output dire spécifique, D'accord. tu peux avoir un output prédictible. Un output Ok. dire prédictible. Ok, ça marche. Donc là, on a la base en fait de l'intégration, on a presque tout. Hein. Ce qu'on peut rajouter avant de faire peut-être des extracteurs un peu plus, ce que tu voulais voir si on pouvait mettre des méthodes pour parser un peu plus. Ouais, on peut le faire. Peut-être l'install, c'est bien. Ouais, je vais vous C'est montrer bien. peut-être l'install avant. Donc, si vous voulez rajouter le tools à l'install, vous pouvez mettre une install CMD ici là. Donc là, je vais mettre égal 4.2.b, mais en général, on prend la dernière Les tests. latest. Et là, ça vous unlock le install tools BUP quoi. Paf. Et Voilà. dans le cadre où on ferait une install avec de l'APT, il y a quelque chose à marquer en particulier pour Ouais, les bah, droits? Ça, Sudo apt install. Sudo, ok. Et en fait, il y a un si tu prompt. fais ça, Il y a un prompt il y a un qui va te prompt. mettre, Ouais, voilà, il y a un prompt qui va pop. Et Il attend ton mot de passe. tu mets ton sudo password et ça l'installe pas. Ok. Voilà. Après, il y a un truc de prévu. Il y a aussi un autre truc, et c'est install GitHub ou GitHub handle, je me souviens plus exactement, où tu mets un GitHub et s'il y a des releases pour chaque distro, il va prendre la release. D'accord. Voilà. Et le truc de prévu, c'est de dire bah sur telle distro c'est apt, sur telle autre distro c'est brew, sur telle autre distro c'est yum. Ouais, mais là après vous allez maintenir des trucs que vous C'est avez. ça qu'on a C'est pas clairement envie de dehors du maintenir. scope de l'outil, quoi. Vous avez donné un Exactement. Docker, vous avez donné une implément fonctionnelle. C'est ça. À la rigueur des outils comme une potentielle future adoption de mise pourrait faire 90% du taf, mais il y aura toujours des edge cases horribles. C'est ça. Pour ta question, Dany,
si tu lances HTTPX avec les résultats de BUP, normalement il va te prendre les URL de Ah ouais, tu peux ton très bien, résultat de BUP. Du coup, c'est comme ça que tu fais un workflow. Si tu veux faire un workflow avec BUP plus HTTPX, bah, tu pourrais. Bah là, tu peux faire déjà une pipe, tu vois, genre je lance BUP et avec le mode RAW. Par exemple. Et vu que c'est des URL, bah, le mode RAW il va output des URL et là je mets HTTPX dessus. Normalement, si tout se passe bien. Voilà. Alors, je sais pas. Mais du coup, l'idée c'est quand même de faire un workflow pour pas utiliser des pipes. en Oui, chaîne, l'idée quoi. c'est quand même de faire un Bah, workflow. si c'est quelque chose que tu vas utiliser quotidiennement, c'est beaucoup plus simple de faire un workflow BUP HTTPX et du coup, tu n'as plus qu'à lancer C14W, ton workflow, ton URL. Voilà. Après, Donc, ça ferait un workflow qui prend l'output d'un outil, mais vu que tous les outils n'ont pas forcément le même niveau d'annotation, d'où les SIMJQ dont on parlait tout à l'heure, pour choper toutes les URL d'un scope et les repiper dans un outil, ça va nécessiter un peu de bash kung fu hors C14 pour l'instant, Ouais. si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas Il y a- déconnant. Hein. Ah ouais, ouais. Il y a un truc, c'est que ouais, les workflows prennent pas de STD in pour l'instant. Donc, Ah oui. il y a que les tasks qui prennent du STD in. Est-ce que les workflows ils prennent un fichier de liste d'URL? Ouais. What about /dev/stdin? Les workflows prennent du stdin. Non, mais c'est non, même facile pas. à implémenter et je sais même pas pourquoi on l'a pas Ouais, implémenté. Je m'en suis rendu compte hier en fait. Parce qu'on l'a pas Pourquoi non testé, parce qu'on l'a On pas l'a utilisé jamais en fait. utilisé. Wait. Pourquoi non? Si tes workflows peuvent prendre un fichier d'URL en input et que le fichier que tu donnes c'est /dev/stdin, Ah oui, il gère stdin. Oui, Ah oui, oui. oui, La c'est pas feature bête. qui est là sans l'avoir codé, vraiment, C'est c'est... vrai, ça se tient. Ouais, c'est pas bête. Et il y a un autre truc qu'on aimerait bien implémenter, c'est que dans les URL, si je reviens sur mon output type là, il y a la méthode. Et en fait, la méthode, bah, c'est le seul fil qui n'est pas présent là dans les résultats. C'est quelle Oh méthode non. a été utilisée. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'elle est quand même présente. Alors, je vais peut-être lancer avec un autre Elle mode. est présente dans la request... Ah, tu le mettras en S majuscule... Ah oui, Bah, t'as en raison. fait, tant que c'est Ouais. des get, l'outil va pas foutre dans le request curl payload ou dans le curl, il va pas foutre le "-xget". Donc, on assume que c'est get par défaut hein, dans tous les cas. Mais si par exemple je change de module, là je lance avec HTTP méthode, je vais avoir. Honnêtement, soit ça, soit avec "-s majuscule 1, 2 ou 3, il y a moyen d'augmenter la verbosité de D'accord. sortie. Je sais plus comment on a implémenté ça côté JSON, mais il y aurait moyen d'avoir la requête raw ou les méthodes ajoutées en plus du dev, Ok. potentiellement. Et dans ce cas-là, en termes de good practice, ça se fait de laisser des options pour aller récupérer des informations supplémentaires directement dans le CMD? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter? En vrai, il vaut mieux lancer avec les options full. C'est-à-dire que ouais. Tu Si dis je suis hyper verbeux et ensuite tu vas piocher ce dont tu as besoin et c'est C'est pas ça. gênant Ouais. que ça soit mis Et par c'est pas défaut. gênant parce que dans ton résultat, tu n'auras pas tout l'output que Ok. tu veux pas, mais tu auras juste ce que tu as parsé et ce qui était nécessaire. Et donc Après, là, il y a quand même, si un output te blast l'intégralité de toutes les pages qui crawl, Oui, non, bien sûr. dont parce que ça va juste auto-DOS le tout, la faire des Oui, context oui, switching, voilà, STD c'est ça. out. Bah, Après, c'est ça, c'est- c'est quand même pour réduire la charge qu'on fait ça. Du coup, il n'y a pas trop d'intérêt de surcharger en plus. Ouais, c'est ça. Donc la méthode, là, on se demande comment on va la récupérer. Et en fait, la réponse, c'est que quand c'est pas du get, on va l'avoir dans le request curl payload, mais il va falloir faire un peu de gymnastique pour la récupérer. Donc, la gymnastique, ça va être une fonction lambda qu'on va exécuter. Et on pourrait très bien faire... Donc le X, là, c'est l'item en entier. Donc si on veut request curl payload, et après on split ça sur -grand X, espace, et on récupère le 1. Le 0. Le 0 ou le 1 bon, le 1, je pense que c'est bon. Et si je fais ça, normalement, oui. Alors je sais pas si... Ouais. On va le tester un peu plus.
Ouais, non, ça devait être le 0 du coup. Voilà. Tac, je récupère le 0. On va voir que ça c'est un peu prone à erreur du coup, et que s'il y a des erreurs, ton outil s'arrête. Donc on va changer un peu la façon de faire ici. Ça dépend quel type d'erreur malheureusement, mais ouais, il y en a certaines qui sont pas... Mais honnêtement, c'est moitié un choix, parce que quelque chose qui m'est à faire plein d'erreurs. Moi, j'aime le monde du pentest plus que du bug bounty, et du coup, pour pas perdre le client, tu veux que le tool s'arrête, pas qu'il réessaye de mettre le serveur au fond pour de bon. Ouais. Ou qu'il se mette en pause, ça pourrait être un problème. Là, j'ai récupéré le mauvais truc. En fait, ça, c'est un peu caduque parce que ça va pas marcher pour tous les résultats. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va se créer une méthode qui fait ça. On l'appelle, il faut faire des static méthodes, le méthode extractor, et qui prend un item. Et donc là, l'idée, donc, ça va être de récupérer la payload, par exemple, item request curl payload, et de faire un regex match, par exemple, qui est beaucoup plus safe, on va dire. Donc si je fais un regex match sur le -x là qui est dans l'input, je vais pouvoir récupérer la méthode qui est juste après le -x si il existe. Donc là, s'il y a un match, je return match.group 1. Et s'il n'y a pas de match, je return get en fait, parce que par défaut, on va assumer que c'est une get. Et donc là, pour le lancer, je fais loop.method extractor de x. Et voilà. Et là, j'ai ce que tu me disais, le dynamic extract en fait. Donc quand je relance. Nice. Les petites lambda qui vont bien. Voilà. Après, il y a des cas où les lambda c'est pas suffisant et qu'il faut que tu as plusieurs outputs. Par exemple, tu as des URL et des vulnés et des trucs et d'autres choses où tu vas pas implémenter ça comme ça, tu vas implémenter ça avec une autre fonction qui s'appelle onItem. En fait, lui, il va carrément te filer le JSON qui a été parsé avant qu'il soit transformé en output type. Et donc là-dedans, tu vas pouvoir, suivant tes conditions, if item de type égale quelque chose, tu vas pouvoir return une vulnérabilité ou return une URL ou return ce que tu veux comme output type en fait. Ok. Voilà. Donc ça, c'est de la méthode plus avancée. Là, on reste sur du méthode extract. C'est ça, c'est des fallbacks au cas où l'output soit vraiment trop chiant. Quoi. Messieurs, je pense que c'est bon, hein, on a intégré l'outil là. Être contraint d'être le relou de ce soir et en effet dire que it is time. Pas de soucis, c'est nickel. Franchement, je suis conquis par la complexité, la modularité qui a été pensée ou juste une conséquence des choix de design initiaux. J'ai été à me dire, c'est un recon for the win et ça marchera. Et c'est plus que ça. Donc hâte de jouer avec, de faire des petits ajouts, de faire des retours aussi relous soient-ils et des fois utiles. Yes, avec plaisir. Hein. Franchement, on accepte tous vos retours et voilà. Et si ça peut améliorer l'usabilité du tool en soi, on prend. Et si vous voulez faire des petites PR, je pense que c'est assez facile aussi. Donc allez-y quoi. Effectivement, ça va là. Et la part dans les PA, est-ce que ça doit inclure aussi les tests unitaires, ce que j'ai vu dans le... Ah ouais, ça c'est le truc caché que j'ai pas fait là. C'est bien d'avoir un petit test unitaire pour chaque méthode. C'est pas très dur à rajouter. Quoi, tu veux dire que nous on casse nos outils en faisant nos pull requests? La médisance de cet individu, oh là là. C'est ça. Zéro contrat de sortie. Dans la doc, vous avez un petit writing tasks. Vous pouvez regarder avec des exemples d'unit tests. Pareil, les unit tests sont assez simples, c'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire normalement, c'est rajouter une fixture, c'est-à-dire à quoi ressemble l'output de votre tool normalement, à quoi ressemble votre rapport JSON ou votre JSON line, etc. Et il devrait le tester tout seul normalement. Voilà. Excellent. Merci pour les GG en tout cas. Sur ce, clairement, comme le chat le dit, énorme GG parce que l'outil est incroyable et fera des étincelles. Félicitations. Merci la petite courbe côté GitHub est toute mignonne et je pense j'espère, elle mérite de prendre des bonnes claques vers le haut. Oui, est-ce que vous voulez un petit mot de la fin avant que je dise le mien? Un petit truc à rajouter, je sais pas, pour call to action,
Bah, ce qu'on a dit, hein, franchement, si vous êtes intéressé, je pense que n'importe qui fait un tout petit peu de Python peut contribuer à l'outil. N'importe qui sera dans la sécu peut faire des pull requests de YAML, de workflow, etc. Et puis je vous invite à aussi un peu lire le code, regarder comment c'est fait, etc. Comprendre les internes du code. Et puis, Puis on a une entreprise, donc si vous cherchez des pentesters, on est là. Vous prenez un petit peu aussi des stagiaires alternants. Pour l'instant, c'est la survie et on verra après. Ouais, c'est la survie. C'est la survie, on verra plus après. le bootstrap que la survie même. C'est Ouais, le début ouais. quoi. ouais, Ouais, et c'est puis, ça, c'est- si on prend des internes ou des stagiaires, on veut les payer. Donc pour l'instant, on va dire non. Beau jeu. Mais ça peut changer d'ici moins d'un an. quelques années. Pas Excellent. Quelques mois. Yes. Messieurs, un grand Merci merci à vous. pour votre présence, pour vos démos et pour votre patience vis-à-vis de nos questions nombreuses. Maltemo, merci du compagnonnage et de la Avec dynamique. plaisir. Et c'était vraiment passionnant. Donc, Clairement. félicitations Et bah- pour le travail accompli parce que c'est pas rien. Et merci pour l'accueil en tout cas, c'est bien cool. C'est grand plaisir, c'est fait pour ça. Viewers, Ouais. vieweuses, votre rôle est d'aller cliquer sur les liens mis dans le chat à peine plus haut, histoire de donner un petit merci à base de visibilité, à base de rejoindre le Discord et potentiellement faire quelques contributions, suggestions et autres. Et sinon, envoyer des kudos, envoyer des mots doux, envoyer des emojis. Des bisous. Pour ceux qui veulent, il y a potentiellement Jamis qui va passer un peu dans le Discord si vous voulez échanger de vive voix sur ce qui pourrait être ajouté, fait et juste papoter un peu. D'habitude, moi je le fais, je peux pas ce soir malheureusement, on a déjà de ouf tardé. Maltemo, je ne sais pas, je te laisse parler en ton nom. Si tu restes ou non ce soir à discuter sur Discord. Ah, Bref. moi je peux rester un petit peu, mais je vais pas tarder à aller me coucher quand même. Enjoy pour ceux qui veulent sur le channel, c'est fait pour ça. Go faire du vocal. Des bisous. Bon gros C'est une week-end. très très bonne Bisous. soirée. Ciao. Salut. Bientôt.